Nous savons tous que la mort est un sujet tabou. Alors pourquoi pas en parler et tous ensemble tenter d'humaniser cette fin de vie qui nous fait si peur. Bienvenue à Face au départ. Bonjour à tous. Cette semaine, face à l'approche palliative avec Karine Girard, infirmière en soins palliatifs à la Maison de soins palliatifs du Saguenay. Allô, Karine. Salut, Claude. Très heureux de t'accueillir. Merci d'avoir accepté. Et en plus, tu es bien accompagnée. Oui. Avec Molly, on va parler du rôle de Molly dans ton approche palliative. Je voulais t'inviter, Karine, parce que pour moi, tu es carrément la définition de l'approche palliative. OK. L'approche palliative qui, à mes yeux et aux yeux de tous, de toute façon, c'est vraiment de mettre la qualité de vie des patients au cœur des soins. Et pour moi, cette définition-là, ben, ça a un nom, puis c'est Karine Girard. Ça va peut-être te gêner, mais c'est comme ça que je le vois. Je trouvais ça important qu'on en parle de l'approche palliative. Pour plusieurs, ça peut être du jargon. Pour commencer, ta définition de l'approche des soins palliatifs, il y a plusieurs caractéristiques clés. Oui. Il y a justement la prise en charge globale du patient. Bien, en fait, quand les gens vont consulter chez le médecin, reçoivent un diagnostic, là, ça a un gros impact dans leur vie. Ça va faire qu'ils ne pourront plus aller au travail, qu'ils vont changer au niveau de leur autonomie, ils vont avoir des symptômes physiques. Puis pour ça, bien, il faut vraiment qu'une équipe s'installe autour d'eux pour arriver à pallier à certaines choses qu'ils vont vivre. Parce que hier, j'étais capable de sortir mes poubelles toute seule. Maintenant, je dois demander de l'aide. Puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Je peux avoir des préoccupations avec les enfants, la famille, peut-être que je suis proche aidant. Donc, il se passe plein de choses. Donc, en équipe, on doit accompagner la personne dans toutes les sphères de sa vie. Oui. Donc, l'approche palliative va partir de là, en fait. Oui, ça change une vie. Absolument. Ça change une vie d'avoir un diagnostic comme ça. Ça change complètement. Et l'approche palliative aide aussi à améliorer la qualité de vie, justement. Exactement. Dans tous les aspects. Exactement, parce que en fait, quand on va donner l'information aux gens avant qu'ils vivent tout ça, ça va leur donner le pouvoir de garder le contrôle sur ce qui se passe dans leur vie. Donc, le fait d'avoir, je ne sais pas si on leur explique, mais vous savez, à travers vos traitements, à travers tout ce qui va se passer par rapport au diagnostic que vous venez de recevoir, bien, on a des outils. On peut vous aider si vous avez des nausées, de la douleur, mais aussi si vous vivez de l'anxiété, de la solitude, si vous avez des préoccupations au niveau de vos finances, si par rapport à... Ça va loin, là. Exactement, une recherche de sens aussi. Pourquoi ça m'arrive à moi? Donc, les gens vont vivre plein de choses différentes. Donc, on doit les entourer et les accompagner dans tout ça. Et plus précocement une approche palliative est installée et est utilisée pour accompagner les gens, puis mieux ça va se passer. Puis c'est pas nécessairement les dernières semaines de vie qu'on va avoir une approche palliative. Au contraire, c'est dès que la personne a un diagnostic qui va avoir un gros impact. Puis oui, qui pourrait avoir un diagnostic réservé. Ça, c'est ça le... Tu sais, à quelque part, je vois des gens qui viennent d'avoir le diagnostic, il faut quand même accepter d'avoir de l'aide. Puis on sait que l'humain a de la difficulté à demander de l'aide, que peu importe, maladie ou pas maladie, on a de la misère. Et c'est là qui est important. C'est difficile de quand même, quand on vient d'avoir un diagnostic, c'est difficile de dire hey, « je vais tout de suite aller chercher de l'aide ». C'est ça, il y a ça aussi qui fait que les gens attendent. Bien, surtout quand ils entendent soins palliatifs, parce que les gens, soins palliatifs, c'est « je vais mourir ». Puis comme le fait d'en parler de la mort, de la maladie, c'est comme d'avoir peur que ça arrive plus vite que ça devrait. Oui. Puis les moyens qu'on va utiliser, en fait, pour essayer de se rapprocher des gens puis de rendre les choses plus faciles, moi, ce que j'utilise comme truc, c'est que des fois, j'oublie c'est quoi leur diagnostic. Puis je vais me concentrer sur la personne. Oui. Parce que la personne que je rencontre, c'est pas un néopulmonaire. Non, c'est ça. C'est pas une SLA. C'est vraiment une personne qui vit quelque chose de majeur dans sa vie. Puis pour bien aider cette personne-là, oui, j'ai mes connaissances médicales, oui, j'ai mes tâches d'infirmière à faire, mais si je ne vais pas à la rencontre d'un néopulmonaire, je vais à la rencontre de monsieur X
qui Ouais. vient d'apprendre qu'il y a un diagnostic ou encore qu'il y a un pronostic réservé, qu'il lui reste quelques mois, quelques semaines à vivre. Donc, ma curiosité fait que je veux savoir c'est qui cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, qu'est-ce qu'elle aime pas. Puis le fait que je vais vers l'humain, que je mets en arrière, OK, je ne m'occupe pas d'une maladie, je m'occupe d'une personne qui vit une expérience humaine, va vraiment probablement faciliter l'entrée en relation avec cette personne-là. Molly va faire un peu la même affaire parce que quand elle entre dans une pièce, elle laisse personne indifférent. Que ce soit quelqu'un qui aime les chiens ou qui n'aime pas les chiens, ils vont poser des questions, puis ça va faire diversion, puis ça va nous décentrer de justement du cancer ou de la maladie qui les amène dans la fin de vie, tu sais. Fait que c'est une belle façon que tu entres en contact avec les gens aussi. Oui, oui. Molly est entrée dans ma pratique. Oui. En fait, je travaillais dans un CHSLD à l'époque. OK. Puis je venais juste de l'adopter. Puis j'en avais parlé avec certains résidents, certaines familles. Puis là, j'avais demandé à ma fille de la porter au travail. Puis depuis quelques jours, on avait accueilli une dame qui était dans un mutisme presque complet. Okay. Elle était souvent assise, isolée dans le fond du salon. Puis j'avais essayé plein de stratégies pour aller me rapprocher d'elle, tu sais. J'allais y porter des collations, je lui posais des questions un peu ouvertes pour savoir, mais comment prenez-vous votre café? Puis elle me faisait des signes, mais tu sais... Elle répondait pas. J'avais de la misère à avoir un contact visuel avec elle. Puis là, comme on la connaissait pas beaucoup, puis que c'est une dame qui arrivait d'une longue hospitalisation, on n'avait pas tant de détails sur son état de base, si on peut dire. Puis là, quand elle m'a vu arriver avec le chien, là, elle m'a fait... Viens ici. Puis là, elle s'est mise à me poser une tonne de questions. Là. Tu l'as pris où? Elle a quel âge? As-tu d'autres chiens? Elle est devenue très verbale. Écoute, ça a été instantané. Wow. Là, j'ai vraiment été touchée par sa réaction. Oui. Puis là, je me suis dit, OK. Puis là, je voyais la réaction de mon chien, puis elle était calme. Elle acceptait de se faire manipuler par différentes personnes. Donc, doucement, je l'ai amené au travail avec moi, je l'ai introduit. Même chose pour la maison de soins palliatifs. Et elle est devenue une collègue de travail. Elle est très connue là-bas. Quand même. C'est une superstar. Oui. Tout le monde Absolument. la connaît. Puis elle connaît bien ses limites. Elle sait qu'elle n'a pas le droit d'entrer dans la cuisine. Les gens trouvent ça vraiment drôle parce que quand moi, je vais me chercher un café en cuisine, elle reste assise au pas de la porte. Elle a appris les commandements. Va dire bonjour. Oui. Elle va vers les gens. Je l'ai vu quand on est arrivé tantôt ici à l'hôtel Chicoutimi, que les employés qui étaient là, tu leur as dit, va dire bonjour. Elle est tout de suite partie. Elle est allée à leur rencontre. Puis elle m'a enseigné aussi les signes pour elle. Tu sais, quand elle est à l'aise, qu'elle veut se faire flatter, elle va s'installer, elle va présenter son dos. Donc, j'ai réussi à avoir un peu, à apprendre à travailler avec elle de cette façon-là. Puis c'est devenu une collègue à part entière, je crois, pour toute l'équipe à la maison de soins palliatifs. Elle doit calmer l'anxiété aussi, parce qu'il y a beaucoup d'anxiété quand on arrive en fin de vie aussi. On envoie à la maison de soins palliatifs. Oui. Puis de la façon dont elle va accompagner les gens, Molly, c'est que simplement par sa présence, tu sais, il y a des fois où, comme l'infirmière va passer dans la chambre. Donc là, je suis infirmière, Molly n'est pas avec moi. Je vais voir, bonjour, Monsieur Côté, j'espère que ça va bien, tout ça. Puis là, avez-vous fait une bonne nuit? Oui, tout va bien. Puis là, je remarque, là, le souffle, c'est un peu court. Là, je vais lui dire, je remarque qu'on dirait que votre souffle est court un petit peu. Est-ce que vous aimeriez qu'on essaie de prendre un médicament, quelque chose? Non, c'est correct. Fait que là, je vais sortir de la chambre, mais je vais y retourner avec le chien plus tard si j'ai quelques minutes. Puis c'est arrivé plus d'une fois que je rentre dans la chambre avec le chien après mon évaluation infirmière. J'installe le chien, il se flatte un peu, il flatte le chien, puis il s'adresse au chien en disant « Ah, tu sais, là, les infirmières sont tannantes, ils veulent nous donner des médicaments, mais j'aime pas ça prendre ça, moi, ça m'endort. » Ah, intéressant! Donc, c'est vraiment, il utilise le chien pour communiquer quelque chose, puis, tu sais, ça passe... Ça passe doucement. Le message est passé. Mais tu sais, ça a facilité la communication puis l'échange entre moi et le résident. Absolument. Puis tu sais, il y a, dans l'approche palliative, il y a aussi le respect
le respect de la personne, le respect des proches aussi, parce qu'il n'y a pas juste... tu prends pas juste soin des patients. L'approche palliative, c'est aussi de prendre soin de l'entourage. Exactement. Puis de reconnaître que ce sont les experts pour prendre soin d'eux. Oui. Tu sais, il y a des fois... Que les proches, oui. Oui. Puis c'est eux qui les connaissent bien, c'est eux qui savent qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Ouais. Puis la personne, elle a le droit d'être en contrôle de qu'est-ce qu'elle prend comme médicament ou non, quelle approche qu'elle va. Tu sais, les gens qui entrent dans sa chambre. Donc, mais c'est des aider aussi parce que, tu sais, les proches, parfois, ils ont des malaises face à la fin de vie, ils ont des peurs, évidemment. Oui. Fait que c'est le rôle aussi, l'approche palliative est là aussi pour aider ces gens-là à leur montrer qu'ils sont les meilleures personnes pour prendre soin de leurs proches. Oui. Puis des fois, c'est juste de les rassurer puis de dire, ben c'est normal, qu'est-ce qui est en train de se passer. Souvent, on va nous demander, est-ce que tu penses qu'il souffre? Ben, tu sais, regardez-le, son visage est comment? Ses mains sont comment? Est-ce que vous voyez des tensions? Tu sais, d'expliquer qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce qu'il a soif, est-ce qu'il a faim? À quoi je peux m'attendre, puis qu'est-ce que je peux faire pour aider. Souvent, on va faire un peu d'enseignement sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mais juste leur présence dans la chambre, de tenir la main, de parler, de mettre la musique préférée. Donc, un peu de les guider. D'être là. D'être là, exactement. La qualité de la présence. Oui. Ça, c'est quand même très important. Ouais. Puis il faut que les proches le savent que c'est hyper précieux, ces moments-là, puis qu'il y a quelque chose de... Tu sais, rentrer en relation avec la fin de vie, j'en parle de temps en temps, il y a quelque chose qui peut être très beau avec ça. Quand on tasse nos peurs et tout ça, puis c'est un peu le rôle des soignants aussi, de les aider de les guider, de leur expliquer aussi c'est quoi les étapes. Oui. Comment ça va, c'est quoi les signes, c'est quoi tout ça, qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin. Moi, je sais que je l'ai vécu avec mon père où on avait quelqu'un qui était venu nous expliquer c'était quoi les signes, la respiration, les trucs. Et ça nous apaisait parce qu'il y a une panique des fois chez les proches quand on a l'impression des fois qu'ils souffrent. Oui. Mais j'ai écouté la conversation que tu as eue avec le docteur Martine Roy. Oui. Puis, Dr. Sur Roy l'émission sur les maisons de soins palliatifs. Exactement. Puis, Dr. Roy nous disait que ça prend un village pour accompagner quelqu'un en fin de vie. Oui. Mais tu sais, dans une équipe, on a chacun notre couleur, on a chacun notre personnalité, on a chacun nos forces. Puis c'est tellement important parce que pour certaines familles, pour certains résidents, c'est le chien qui va le mieux fonctionner. Ou des fois, ça peut être avec une préposée ou une infirmière qui a plus Absolument. Qui a plus d'humour ou qui va utiliser des fois, il y a les clowns thérapeutiques, il y a plein de... Exact. Ça peut être une bénévole, ça peut être avec qui ils ont plus d'affinité. Exactement. Exactement, parce que les liens qu'on va créer sont réels. On travaille avec des humains, on est en présence d'humains. Puis, comme je disais tantôt, ben la mort, c'est pas une maladie, c'est une expérience humaine. Ah, ça, c'est Donc, très beau. il faut en venir à mettre de côté le diagnostic quand on est en relation, tu sais. C'est vraiment Ça, c'est la phrase à retenir. La mort n'est pas une maladie, c'est une expérience humaine. Oui. Tout comme la naissance l'est, tu sais. Absolument. Donc, c'est ça, c'est d'utiliser les forces de chacun dans une équipe pour aller voir vraiment qui est cette personne-là. Puis, tu sais, moi, je dis souvent qu'on est des experts du moment présent. Parce que des fois, 5 minutes, ça va, puis 5 minutes, ça va pas. Oui. Puis le seul contrôle qu'on a, ou que la personne peut avoir, c'est justement qu'est-ce qui va se passer dans les 5 prochaines minutes. Des fois, penser trop loin, ça peut donner un vertige, ça peut créer de l'anxiété, mais de se ramener dans le ici-maintenant, ben il y a plein de choses qui peuvent nous aider à faire ça. Ça peut être partager un bon dessert, un verre de vin, de coller un chien, d'avoir une conversation. Oui. Donc, tu sais, c'est vraiment... Fait que c'est ça que tu les aides à apaiser en leur disant c'est 5 minutes à la fois. Exactement. Puis d'aller voir vraiment qui est cette personne-là, puis c'est quoi ses intérêts. Puis là, j'ai mes antennes ouvertes quand je rentre dans une chambre parce que je vais regarder c'est quoi les photos qu'ils ont, la couverture sur leur lit. Puis là, j'ai plein d'informations ou des opportunités de poser des questions. Je présume jamais de rien. Peut-être qu'il y a une couverture des Canadiens sur le lit, mais ils sont nordiques finalement, puis c'était une blague que le beau-frère a faite, tu sais. Fait que d'aller chercher ça, d'aller discuter avec eux de qui ils sont vraiment, de
qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie, qu'est-ce qu'ils ont fait comme métier. C'est tellement enrichissant, c'est tellement... Fait que tu te nourris de toute l'ambiance de Ouais. la déco que la famille a fait, parce que dans une maison de soins palliatifs, on peut apporter sa propre couleur Oui. Oui. dans la chambre. Fait que tu te nourris de ça pour rentrer en contact avec l'humain. Oui, C'est très beau. On parle de créer des liens. oui. Y a-tu des... parce que je sais que le deuil chez les intervenants est très tabou. Puis pas juste tabou dans la société, tabou aussi dans une équipe de soignants. C'est aussi tabou. Tu sais, il y a des collègues qui peuvent trouver que, ben, on sait bien, est allé trop loin. Mais on choisit pas les liens. Tu sais, il y a des liens qui se créent. Il y a quelque chose qui devient vrai quand on accompagne d'une façon humaine comme ça, quand on est vraiment dans le savoir-être, dans l'approche palliative, où on met l'humain au cœur de tout. Oui. Il y a des liens qui se créent, puis veut pas. C'est sûr que, comment tu vis ça, les départs? Les départs. On me dit souvent, ah, comment tu fais pour travailler en soins palliatifs? Ça doit tellement être dur. Puis, Ouais. ben, la première chose, je pense que c'est de le reconnaître, qu'on a des émotions, puis c'est Oui. de se donner le droit de les vivre aussi. Mhm. De ne pas se dire, non, il faut que je me mette une barrière, je suis une professionnelle, puis, tu sais, on est des humains. Quand j'ai des attachements plus particuliers avec certaines familles, certains résidents, ben je vais me donner le droit de pleurer, puis de le dire que je suis triste. Puis si j'ai des idées qui reviennent, ou si je repense à cette personne-là, je le partage avec l'équipe. On les côtoie ensemble, puis le fait d'en parler, tu sais, avec mes collègues, de se rappeler des souvenirs, tu sais, ça va aider justement à faire Ben passer oui. un peu tout ça, là, tu sais. Ben oui. Mais c'est de l'accepter, je pense, puis de le reconnaître. De ne pas se mettre la tête dans le sable, dire, ben non, moi, ça me fait rien, puis parce que ça peut pas être ça. Ben non. D'être si proche de quelqu'un dans son intimité, dans ce qu'elle est réellement, Tellement. pour après, comme dire, non, tu sais, je suis insensible à ça. Mais de là vient notre responsabilité comme soignant de prendre soin de nous pour prendre soin des autres, tu sais. Tellement. Moi, je fais du crochet, je marche avec mes chiens, j'essaie de varier un petit peu là, mes activités pour me nourrir, me recentrer, pour être capable de donner ensuite quand je retourne au travail. Par prendre soin de soi pour prendre soin des autres, parce que tu peux passer d'une chambre où tu viens de vivre quelque chose de très émotif, de très émouvant, et là, tu as quelqu'un d'autre à côté qui a besoin. Comment tu fais pour, justement, en si peu de temps? Là, je comprends que le soir à la maison, tu colles ton chien, tu vas le promener, tout ça, tu as ta façon avec le tricot, le crochet, tout ça, mais vite comme ça, au quotidien. Tu sais, des fois, tu peux vivre une aide médicale à mourir, tu peux, après ça, il y a une détresse respiratoire dans une autre chambre, il y a tout ça, là. Il y a plein d'humains qui vivent avec leur réalité. Oui. Ta question est vraiment intéressante parce qu'il n'y a pas de zone tampon vraiment. Tu sais, quand j'ai fait des soins à domicile, j'avais la balade en voiture d'une maison à l'autre pour justement prendre une collation, prendre un café, me recentrer, me préparer à ce qu'il va y avoir dans l'autre maison. La maison de soins palliatifs, c'est un bout de corridor. Oui. Bien, qu'est-ce que je fais? On s'est donné des symboles qui sont importants à la maison de soins palliatifs. Quand on a une personne qui est en fin de vie, qui est dans, tu sais, mettons, les 24-48 dernières heures, qui n'a plus de période d'éveil, on va allumer une bougie à la chambre. Oui. Moi, ça, c'est un ancrage puissant qui me dit, OK, on va prendre une respiration, je vais rentrer, puis je vais être disponible et en ouverture pour qu'est-ce qu'il va y avoir dans la chambre. Oui. Puis quand je vais sortir de la chambre, des fois, c'est un truc simple, mais je vais me laver les mains au lavabo, puis je vais prendre quelques secondes de plus pour respirer, pour me ramener. Puis ensuite, je vais retrouver ma disponibilité pour une autre famille. Des fois, on va accueillir une nouvelle personne. Un petit rituel, exactement, qui a beaucoup d'importance pour moi. Puis tu sais, c'est quelque chose que, tu sais, je le partage avec toi, mais tu sais, c'est quelque chose qui est personnel à moi. C'est des trucs que j'ai trouvés. Ou des fois, Molly a besoin d'aller dehors. Fait que Ça arrive, je vais l'amener dehors, je vais aller respirer. Ouais. Puis quand j'ai pas le temps de faire la transition, ben je te dirais que je vais probablement l'encaisser plus tard ou, tu sais, comme me permettre plus tard de discuter avec les collègues quand on a vécu des journées particulièrement émouvantes ou intenses. Tu parlais de la chandelle, qui est un rituel, justement, qui est précieux, puis ça montre à
tout le monde à la maison, et pas juste l'équipe soignante, mais les proches aussi, que c'est un temps d'arrêt, c'est un temps où on prend le temps. Tu sais, on s'allume une chandelle à la maison pour être dans le moment présent. Oui. Ça nous fait du bien. C'est exactement le même, ça a le même impact aussi. Oui. Là. Oh, oui. Ouais. Et avec la belle Molly, Oui. y a-tu des trucs, y a pas des trucs, mais je veux dire, y a-tu un événement marquant que t'as trouvé vraiment que c'est juste un petit souvenir avec elle, que tu vois à quel point ça a changé complètement le soin ou l'approche? Je te demande ça à brûle pour point. Il y a un homme que j'ai accompagné qui était très, très discret. C'était pas un monsieur qui parlait beaucoup. Puis quand j'allais le voir avec Molly, il y avait toujours leur petit moment. C'était un monsieur qui avait un bras handicapé, puis il avait trouvé sa façon à lui d'être capable de la prendre dans ses bras, puis il tenait son bras, puis Molly allait toujours se blottir dans son cou. Elle fait pas ça tout le temps, là. Mais avec lui, elle était devenue plus à l'aise avec de se faire prendre, tout ça. Puis c'était toujours leur moment. Il y avait toujours, quand j'avais le temps, là, j'allais faire un 5 minutes, un 10 minutes, puis on disait rien. Je restais assis avec lui, puis c'était son moment à lui. Puis après, il faisait juste me regarder avec un beau sourire, puis il me disait « Merci ». Fait que, tu sais, c'est tellement simple, mais pour lui, je sais que ça a fait une différence parce que, justement, quand j'allais le voir, ce monsieur-là, j'aurais pu lui dire « Vous êtes anxieux, voulez-vous avoir un activant? » Hein? Ah oui. Parce que j'aurais pu avoir le réflexe, tu sais, d'aller voir dans le cahier d'administration des médicaments. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Il a l'air anxieux. Mais au lieu de ça, j'allais avec mon chien, un beau 5 minutes, ça le calmait, puis ensuite, je pouvais le laisser, puis je savais qu'il était bien, puis qu'il n'y aurait pas besoin de médicaments, tu sais. Ouais. La médication, c'est un outil, mais il y a tellement autre chose, tu sais. Ça peut être d'aller chanter au salon avec une gang, ça peut être d'aller dehors, parce que, tu sais, c'est pas difficile de sortir un lit à la maison de soins palliatifs. Là, c'est comme, tout est fait pour ça. On amène la personne dehors, puis on va respirer, tu sais. Que ce soit la cuisinière qui vient offrir une boule de crème glacée ou... Tu sais, on va essayer de trouver qu'est-ce qui va bien fonctionner pour cette personne-là. Tu sais. Puis des fois, oui, c'est des médicaments, mais des fois, ça ne l'est pas. Prendre le temps de mettre l'humain au cœur des soins. Oui. C'est ça aussi le rôle d'une maison de soins palliatifs. Oui. Tu le rends très bien. Est-ce que, j'imagine qu'il y a des gens qui te parlent de leur peur aussi face à la mort? Oui. Comment tu deals avec ça? Parce qu'il y a quand même... Chacun a ses croyances. Il y a une façon de parler de la mort, il y a une façon de parler des croyances aussi, qui sont deux choses complètement différentes. Comment tu entres en contact avec ces gens-là? Bien, en fait, c'est vraiment par l'écoute que je vais... c'est vraiment qu'est-ce que je vais choisir de faire. Puis de faire abstraction de mes croyances à moi. Oui. Je vais aller voir vraiment comment la personne le résonne. Puis, tu sais, s'il y a des choses qu'on peut démystifier, comme, je sais pas moi, j'ai peur de mourir étouffée, ou j'ai peur d'avoir beaucoup de douleur. Puis, ben dans ce temps-là, tu sais, je vais réexpliquer c'est quoi les outils qu'on a, si on a besoin d'intervenir rapidement, qu'on ait des experts du moment présent. Ça, je reviens encore avec ça, mais ça, c'est quand on a une peur, bien, de se ramener à, OK, il y a des outils, il y a des gens qui m'accompagnent, puis le fait qu'on a créé un lien de confiance aussi va faire que les personnes vont se sentir plus à l'aise et de se confier et peut-être justement de diminuer ces peurs-là. Oui. C'est quoi pour toi un beau moment en soins palliatifs? Oh, c'est une belle question, ça. Un beau moment, c'est quand une personne réalise quelque chose qu'elle souhaitait faire. Puis pas nécessairement quelque chose de gigantesque, là. Tu sais, de juste prendre... J'ai pris avec une famille un thé vert avec une shot de crème de menthe. Puis que tout le monde soit rassemblé, ça, c'était une réalisation pour cette personne-là, d'avoir tout son monde ensemble. Tu sais, c'est des affaires qui sont très, très simples, mais qui répondent à un besoin, qui répondent à une envie qu'une personne a. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est créer un moment. Exactement. Puis ça amenait des rituels. Les rituels sont importants quand même à la maison de soins palliatifs. Là. Oui. Puis partout, de toute façon, on en fait
partout dans le... J'en ai parlé dans certains épisodes aussi, tu sais, les rituels. Il y en a plein de rituels que vous faites avec les familles, que vous les amenez vers ça aussi. Oui, leur donner l'espace de vivre qu'est-ce qu'ils ont à vivre ensemble, de mettre la personne au centre de tout ça, puis de reconnaître encore une fois l'importance des proches qui font partie de l'équipe, tu sais. C'est beau aussi de voir qu'il y en a à la fin de vie qui acceptent totalement cette réalité-là, qui profitent de cette expérience humaine-là. C'est tout qu'un cheminement quand même. Moi, je dis souvent que la fin de vie, c'est un processus de croissance en accéléré. Oui. Oh, oui. Puis, tu sais, c'est comme souvent en quelques jours, quelques semaines, quand les gens prennent le temps de se déposer, d'arrêter de courir après tout ce qui peut attendre, quand on prend l'importance du moment présent, c'est là que va se passer les plus belles choses. Oui. Tu sais, le docteur Martine Roy parlait à l'émission sur les maisons de soins palliatifs que c'est pas de prendre une pause, c'est au contraire, c'est de vivre. Oui. C'est prendre le temps de vivre à la maison de soins. C'est pas de prendre une pause de sa vie puis de mettre tout de côté. C'est au contraire, c'est là qu'on vit. Oui. C'est là qu'on vit dans ces moments-là. Oui. Puis il y a des fois où, admettons, on a juste un soin à donner puis ça va prendre plus de temps, bien, on va prendre le temps qu'il faut. Oui. Puis je me souviens, il y a un monsieur que je devais ouvrir son porte-à-quatre, puis il avait super peur des aiguilles, puis il était pas bien. Mm-hmm. Puis il me disait « OK, vas-y, non, je suis pas prêt. » Puis là, je me suis rappelé que c'était un homme qui aimait beaucoup la forêt. Et j'ai dit « Attendez, ça vous tente-tu? On va aller faire un tour en forêt, vous puis moi. » Fait que là, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis une ambiance de forêt, puis là, je l'ai fait fermer les yeux. Puis je dis, imaginez qu'on marche ensemble dans le bois. Entendez-vous? Les branches craquent. Il y a du vent. Le sentez-vous sur votre visage? Puis là, pendant ce temps-là, je préparais mon matériel. Puis je l'ai amené doucement à être capable de faire mon soin. Mais finalement, ça s'est bien passé parce que j'ai pris le temps de l'accompagner dans ce moment-là où il trouvait ça difficile, tu sais. Puis encore une fois, j'aurais-tu pu lui donner un activant, tu penses, pour essayer de le sédationner puis de le calmer? Absolument. Mais j'en ai pas eu besoin parce qu'il a eu confiance en moi. Il s'est installé dans le moment présent puis on a utilisé quelque chose qui était fort et significatif pour lui. C'est magnifique. C'est vraiment beau. C'est pour ça que je voulais que tu sois là à l'émission. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont peur d'entrer en relation avec la fin de vie? Je leur dirais de se faire confiance. Parce que même si c'est quelque chose qu'ils n'ont pas encore fait eux-mêmes, ils ont tout ce qu'il faut à l'intérieur d'eux pour y arriver. Il faut juste se donner la peine d'aller voir qu'est-ce qui se passe puis de le faire progressivement. Parce que la nature est bien faite, puis tu sais, c'est une expérience humaine. Mm-hmm. Et pour toi aussi? Oui. C'est quoi qu'est-ce qui fait que tu te dis... comment tu... Attends, je cherche la question. Ça t'apporte quoi au quotidien de travailler avec ces gens-là? Je pense que c'est vraiment le rapport d'humain à humain. De voir de découvrir qui sont ces gens-là. De ne pas présumer de rien, d'avoir une curiosité. D'être justement d'aller voir qu'est-ce qu'ils aiment, qui ils sont profondément. Puis quand les gens arrivent à partager ça, quand ils acceptent de partager ça, bien, je le vois comme un privilège. Ben oui, et c'en est un. C'en est un grand, et tu le fais très bien avec ta belle Molly. Merci à vous deux d'être venus à l'émission. C'est vraiment très précieux de t'entendre parler. Je t'écouterai pendant des heures de temps. Merci, Karine Girard. Merci à toi.